Ici Nancy de la chaîne À livre ouvert. Vous regardez la troisième partie de l'iceberg consacré à Michael Jackson. À la surface, l'image que le monde croit connaître. Un artiste légendaire, une icône universelle adulée par des millions de fans. Elles vous ont déjà mené loin sous la ligne de flottaison. Ce soir, nous descendons plus bas encore, jusqu'aux abysses où la lumière cesse d'exister. Michael a toujours affirmé qu'on voulait sa peau. Une mort jugée suspecte par beaucoup qui déclenche une vague de questions sans réponse. Deux théories s'affrontent. Une chose est certaine, ce que vous allez découvrir aujourd'hui est d'une noirceur glaciale. Un enchaînement d'événements qui dessinent l'ombre d'un piège. L'impression d'un destin déjà scellé. Préparez-vous, car cette plongée pourrait bien vous laisser des frissons d'abysse, là où l'horreur et la vérité se confondent. Michael et Diana, deux étoiles traquées. Michael Jackson et la princesse Diana avaient un lien unique, un lien silencieux, solide, tissé dans les moments où le monde les étouffait. Ils se parlaient dans l'ombre, là où il n'y avait plus d'attente, plus de jugement, juste la vérité brute entre deux êtres usés par le poids de leur vie. Tous les deux savaient ce que ça fait d'être adulés en public et détruits en privé. Ils avaient vu ce que les autres ne voient pas, entendu ce qui ne s'oublie pas, ressenti la peur, la vraie, celle qui colle à la peau même quand les applaudissements retentissent. Diana appelait souvent Michael en pleine nuit quand elle n'en pouvait plus, quand elle se sentait prise au piège. Elle pleurait, tremblait. Elle disait qu'elle avait besoin de lui parler parce que personne d'autre ne pouvait comprendre. Il l'écoutait, toujours. Elle lui racontait ce qui se passait derrière les portes fermées. Elle parlait de gens qu'elle croisait dans les couloirs du pouvoir, des visages connus, des invités de marque, des noms qui, des années plus tard, allaient glacer le sang du monde entier. Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. Ils venaient au château. Ils se comportaient comme s'ils étaient chez eux. Diana disait qu'elle sentait quelque chose de mauvais chez eux, comme un poison invisible. Ils ne la respectaient pas. Ils l'observaient. Ils s'amusaient à la pousser à bout. Franchement, la faire pleurer n'était pas un accident. C'était voulu. Ils jouaient avec elle, comme s'ils testaient ses limites. Et autour, personne ne disait rien. Tout le monde détournait le regard. C'est pas n'importe qui, là, c'est la princesse. Michael, lui, n'a jamais regardé ailleurs. Il a tout entendu et surtout, il a tout retenu. Diana lui a confié des choses que personne n'a jamais entendues dans les médias. Elle lui a parlé d'un réseau, d'un système bien huilé, de gens puissants qui n'avaient aucun problème à briser une vie pour garder le contrôle. Des gens intouchables qui fonctionnaient par manipulation, chantage, peur. Michael a compris. Il a su qu'il n'était pas seulement un chanteur. Il était devenu une cible. À un moment, Epstein a tenté de l'approcher. Il a voulu l'attirer sur son île, comme il l'avait fait avec plusieurs personnalités. L'offre était simple, presque banale. Un séjour privé, discret, entre gens d'influence. Mais Michael a refusé, parce qu'il savait ce qui se tramait, parce que Diana l'avait mis en garde. Il a évité le piège, là où d'autres se sont retrouvés piégés à vie, menottés à des secrets trop lourds, des images, des vidéos, des scènes compromettantes filmées à leur insu, utilisées ensuite pour les faire taire et les contrôler. Ce refus a peut-être été sa seule victoire. Mais ce n'était pas la fin du combat. Peu après, Diana est morte, officiellement un accident. Une voiture lancée à vive allure dans un tunnel. Je me souviens très bien de ça. Des paparazzis, un chauffeur, de l'alcool dans le sang. Michael n'a jamais cru à cette histoire. Pour lui, c'était un assassinat. Elle voulait parler. Did you hear about her death? I woke up and my doctor gave me the news and I fell back down in grief and I started to cry.
That's why the pain, I felt inner pain. It was pain in my stomach and in my chest. So I said, I cannot handle this. It's too much. Just the message and the fact that I knew her personally. Then on top of that one, I said, there's another one. Real soon, I feel it coming. There's another one. It's another one coming, and I pray it's not me. Please don't let it be me. Then Mother Teresa came. Are you psychic? Is that what you're saying? I don't want to say that, but I've done it before. And you thought it might be you? Yes. You canceled the concert you were about to do when you heard of Diana's death. Yes. And when you finally did a concert, you dedicated your concert to her. What did you say? In my heart, I was saying, I love you, Diana. Shine and shine on forever. Because you are the true princess of the people. And in words, I did not say it, but I said it for 3 minutes and showing a big picture on all the Jumbotron screens, the Sony big, huge screen. And her picture was there, shining, and the crowd went bananas. I played the song Smile and Gone Too Soon. Give us some of the lyrics if you can. Shiny and sparkly and splendidly bright. Here one day, gone one night. Gone too soon. Elle dérangeait, elle avait trop vu, elle avait trop compris. Elle devenait une menace pour ceux qui détestent la lumière. À partir de là, tout s'est resserré autour de lui. Les médias ont commencé à le diaboliser. Des accusations en boucle, des scandales qui sortaient au bon moment. Une image salie, des jugements populaires avant même les procès. Les médias sont très bons pour ça. In the last few weeks, a large amount of ugly, malicious information has been released into the media about me. Apparently, this information was leaked through transcripts in a grand jury proceeding, where neither my lawyers nor I ever appeared. The information is disgusting and false. Years ago, I allowed a family to visit and spend some time at Neverland. Neverland is my home. I allowed this family into my home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I never intend to place myself in so vulnerable a position ever again. I love my community, and I have great faith in our justice system. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. Des gens autour de lui qui profitaient de sa faiblesse. Des médecins étrangement présents. Des prescriptions qui augmentaient. On a commencé à l'isoler, à le fatiguer, à l'éteindre lentement, jusqu'à ce que son cœur lâche. Officiellement, encore une fois, un accident. Il y en a beaucoup d'accidents. Quand on regarde le tableau complet, quand on connecte les points, ce n'est pas une chute, c'est une opération, une élimination discrète, mais méthodique. Michael n'est pas mort, il a été effacé, comme Diana. Pas en un seul geste, en 1000 petites coupures, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résistance. Et alors, il faut poser la vraie question. Est-ce qu'on a assisté à la fin d'un homme ou à l'exécution d'un témoin devenu trop dangereux? Parce qu'au sommet de cette pyramide, les règles ne sont pas les mêmes. Ceux qui parlent trop n'ont pas droit à la retraite. Ils disparaissent. Et ceux qui brillent trop fort finissent toujours par déranger l'obscurité. Pour Michael, la mort rôdait, silencieuse, organisée, prête. Ce jour-là, le 11 septembre 2001, elle attendait Michael Jackson au sommet d'une tour. Le rendez-vous était fixé. Michael devait rencontrer des partenaires d'affaires dans l'une des tours du World Trade Center à New York. L'heure était planifiée. Le lieu était confirmé. Il n'y avait aucune raison qu'il n'y soit pas. Et pourtant, il n'est jamais venu. La veille, il avait offert un spectacle monumental au Madison Square Garden dans le cadre de ses 30 ans de carrière. Un concert intense,
Un événement mondial. Il était vidé jusqu'à l'os. Cette nuit-là, il est resté éveillé très tard, longtemps après la foule, longtemps après les projecteurs. Il a parlé des heures avec sa mère Catherine. Ce n'était pas prévu, c'était instinctif, presque viscéral. Il s'est couché à l'aube. Et au petit matin, pendant que le monde s'apprêtait à basculer, Michael dormait encore. Et c'est ce simple détail, ce petit retard, qui a sauvé sa vie. Les avions ont frappé. Les tours se sont effondrés. Le monde entier a retenu son souffle. Et Michael, lui, a compris. Il n'a pas crié au miracle. Il n'a pas célébré sa chance. Il s'est tu. Mais plus tard, à ses proches, il a glissé cette phrase. « Si je n'avais pas manqué ce rendez-vous, je ne serais plus là. » C'était un fait. Un poids de plus sur ses épaules. Une preuve de plus que la mort n'était jamais très loin. Était-ce une coïncidence? Michael, lui, ne croyait plus vraiment au hasard. Pas après Diana, ni après les tentatives de piège, pas après tout ce qu'on avait essayé de lui faire porter. Ce jour-là, il a échappé à quelque chose de bien plus grand que lui, et cette survie, loin de le rassurer, a renforcé ce qu'il ressentait depuis longtemps. Il était visé sur la liste, et peut-être que ce sursis n'était qu'un sursis. Avant le World Trade Center, Michael avait déjà été prévenu. Un signal d'alarme brutal, violent, incompréhensible. C'était le 27 juin 1999 à Munich. Un concert caritatif devant des milliers de spectateurs. La scène était immense. L'événement, filmé et diffusé, tout devait être grandiose. Michael devait interpréter Earth Song, une chanson forte, un cri pour la planète, pour les enfants, pour les victimes de la guerre. Tout avait été mis en place pour un moment spectaculaire. Explosion contrôlée, effets de lumière, fumée, décor de chaos et une plateforme montée sur vérin qui devait s'élever à 20 mètres dans les airs. Pendant les répétitions, le mécanisme avait fonctionné parfaitement, mais pendant le spectacle, tout a lâché. La plateforme a cédé. D'un seul coup, Michael a chuté violemment. Aucune protection, aucun harnais, rien pour amortir. Il s'est écrasé sur une structure métallique, une chute de 20 mètres sous les yeux de toute l'équipe technique. Le public, lui, n'a rien compris. Croyant que ça faisait partie du spectacle, la musique continuait. Les écrans montraient autre chose et, contre toute attente, Michael s'est relevé. Le corps brisé, mais debout, il a repris la chanson. Il a continué jusqu'au bout. En coulisses, l'équipe médicale a vite compris. Fracture au dos, hématome interne, douleur respiratoire et une tension physique extrême. Ce n'était pas un petit accident, hein? C'était une tentative d'effondrement. Un corps poussé au maximum et un esprit qui refusait de lâcher. Michael a survécu, mais il n'était plus le même. Il a posé des questions, beaucoup. Pourquoi aucun dispositif de sécurité n'avait été prévu? Pourquoi une scène aussi chère, aussi encadrée, avait connu une faille aussi énorme? Pourquoi le mécanisme avait lâché exactement à ce moment-là? On lui a répondu que c'était une erreur, une anomalie. Il n'a jamais protesté publiquement, mais à son entourage, il a laissé entendre qu'il doutait. Il a commencé à parler de plus en plus de manipulation, d'ombre, de gens qui contrôlent sans apparaître, des puissants qui n'aiment pas les voix indépendantes, des forces prêtes à casser ceux qui ne rentrent pas dans le moule. I just need you to know that this is very important, what we're fighting for. Because I'm tired, I'm really, really tired of the manipulation. I'm tired of how the press is manipulating everything that's been happening in this situation. They do not tell the truth, they're liars. And they manipulate our history books. The history books are not true, it's a lie. That's not my fault. The history books are lying.
You need to know that. You must know that. What's more important than giving people a sense of escapism? And escapism meaning entertainment. What would we be like without a song? Okay? What would we be like without a dance? Joy and laughter and music. I'm here to speak for all injustice. You gotta remember something. The minute I started breaking the all-time record in record sales, I broke Elvis's record. I broke Beatles' record. The minute it became the all-time best-selling albums in history in the Guinness Book of World Records, overnight, they called me a freak. They called me a homosexual. They called me a child molester. They said I tried to bleach my skin. They made everything to turn the public against me. This is all complete conspiracy. You have to know that. I know my race. I just look in the mirror. I know I'm black. You know, it's time, I love it more. It's time for a change. Let's not leave this building and forget what has been said. Put it into your heart, put it into your subconscious mind, and let's do something about it. We have to. We have to. Because it's been a long, long time coming. And a change has got to come. Cette chute, il ne l'a jamais oubliée. Pas seulement pour la douleur physique, mais pour le message qu'elle portait. Tu es vulnérable, même en pleine lumière, même entouré de monde. Ce soir-là, quelque chose s'est refermé en lui. Il avait tenu bon, il avait fini la chanson. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Un doute, un pressentiment. Le sentiment que d'autres accidents l'attendaient. La maison était immense. Les murs transpiraient l'argent. La musique vibrait fort. Les regards étaient flous. Michael a franchi la porte, seul, tendu, déjà mal à l'aise. Il ne venait jamais à ce genre de soirée. Il détestait ces ambiances. Trop de bruit, trop de visages maquillés, trop de mains glissées sans gêne. Michael ne buvait pas. Il ne touchait à aucune drogue récréative. Il ne cherchait pas le sexe. Il n'était pas à l'aise avec ça. Il n'en parlait pas. Il ne jouait pas ce jeu-là. Il préférait les bagarres de ballons d'eau dans les jardins. Les virées à Disneyland à la fermeture. Les rires sincères. Des moments qui ne s'achètent pas. Il était comme un enfant qu'on n'a jamais laissé grandir en paix. Et c'est pour ça qu'il ne collait pas au décor. Dans ces soirées, il détonnait. Il le savait et il s'en fichait. Ce soir-là, il était venu pour une seule chose. Trouver Beyoncé. Security comes to get me and says, you have a guest here who wasn't on the list. And I'm like, who? He's like, Michael Jackson. You know what I'm saying? So then I go and I find Mike. I'm like, Mike, what's up? What you doing here? Yeah. Thanks for coming. And then he leans over to me. We taking some pictures. He leans over to me. He's like, where's Beyonce? To the party to holler at Beyonce. Yeah. Okay, hold on. Let me go find out where she's at. So I run up on B. B is on the dance floor. I'm like, B. You know, Michael said he wants to meet you, whatever. Mm-hmm. He came to the party to holler at Beyonce, finds her and dances with Beyonce in the party. Cool. Yeah. Mike was smooth. Elle était là, jeune, belle, en plein début de carrière. Elle l'admirait. Elle le regardait comme on regarde une étoile. Et lui la regardait comme on regarde une bougie
au bord d'un courant d'air. Il s'est approché. Il ne lui a pas fait de compliments. Il lui a parlé bas, sérieusement. Il lui a dit de faire attention, que certaines portes qu'on lui ouvrirait ne se refermeraient jamais, qu'il y avait des gens ici qui ne voyaient pas une chanteuse, mais un produit, un objet à modeler, à exploiter, à briser si nécessaire. La maison était celle de Sean Kahn. Didi, Michael le connaissait très bien. Quand on l'accusait, lui, de crimes horribles, Michael avait demandé qu'on aille fouiller ailleurs. Et il avait dit, à voix haute, en direct, « C'est pas moi, c'est lui. » Il avait utilisé un mot, un seul, diabolique. Personne ne l'avait cru. On s'était moqué de lui. On avait dit qu'il déraillait. Mais là, il n'y a personne qui dit le contraire, hein? Mais pendant qu'on riait, les autres grimpaient les échelons, sans jamais être inquiétés. Ce soir-là, il voulait éviter ça à Beyoncé. Il voulait la prévenir, mais elle n'a pas compris, ou elle n'a pas voulu comprendre. Trop jeune, trop heureuse d'être là, trop loin de ce qu'il essayait de lui dire, Michael a insisté une dernière fois. Puis, il est parti. Il n'a salué personne. Il n'a pas regardé en arrière de lui. Il n'avait rien à prouver. Il avait tenté, encore, et, comme souvent, il est sorti seul, avec dans les yeux cette fatigue qu'on ne soigne pas, celle qu'on attrape quand on essaie de protéger des gens qui ne veulent pas être sauvés. Après la mort de Michael Jackson, le monde s'est figé. Les hommages ont envahi les écrans. Les chansons ont tourné en boucle. Et puis, un doute s'est installé, lentement, silencieusement. Il a été aperçu dans une foule, dans une voiture, dans un aéroport et surtout sur un plateau télé, CNN. Un visage marqué par le feu. Un nom, Dave. Me down. I have to give it up. And I turned around, and there was Michael. And she's an evil and ugly. Their friendship. Don't buy it. Don't buy into it. It was kind of the visit to his Day job, and and they leave him at home on the computer, and they just. We embraced, and that embrace never ended throughout our whole entire friendship. La voix tremblait. Les gestes rappelaient ceux de Michael. Le regard aussi. Trop de ressemblance. Kind It of. was kind of I think so. It's a It's a cousin to of the same his creator. Encino house. Might be hell. And I But they're remember busy sitting off on their down day and job, at the time. My and they leave favorite him at home on the video computer, and they game. just My favorite doing video all game kind was of Pole crazy stuff, Position. and that's And I was destroying playing our Pole world. Position. The limitation of my own It was imagination. kind I just the feel visit there's to so much more. his Rien ne collait vraiment avec l'histoire officielle. Dave, selon les archives, a survécu à une tentative de meurtre par son propre père, brûlé au kérosène à l'âge de 6 ans. Michael l'a aidé. Ils sont restés liés, une relation discrète, jamais mise en avant. Mais après la disparition de Michael, tout a changé. Les vidéos ont refait surface. Les comparaisons se sont enchaînées. Le visage, les mains, la voix, une sensation étrange. Michael aurait utilisé cette identité pour se retirer, changer de rôle, continuer d'exister ailleurs, autrement. Il aurait utilisé Dave comme couverture. Il savait se métamorphoser, il savait manipuler l'image, il savait disparaître sans quitter la pièce. Dans son court-métrage Ghost, il incarne un être surnaturel, un homme solitaire, étrange, qui vit dans un manoir lugubre. Les habitants du village viennent pour le chasser. Trop bizarre, trop excentrique, trop dangereux pour leur confort. Mais Michael ne s'est pas contenté d'y jouer le rôle du maître des lieux. Il s'est aussi glissé sous un autre masque, celui du maire.
Un homme obèse, blanc, méfiant, fermé, dégoûté par la différence. Sous des couches de prothèses, Michael s'est incarné dans celui qui voulait le faire taire. Une métaphore trop parfaite, un aveu sans mots. Il était les deux. Dans Ghost, il danse avec des squelettes. Il se déforme, il se dédouble, il disparaît dans un nuage de poussière. Il meurt, il revient, il rit, il se moque, il joue avec la peur des autres. Et à la fin, il s'évapore. Pas un mot d'explication, juste un grand vide. Des années plus tard, au mémorial de Michael Jackson, un homme étrange est aperçu dans les coulisses. Pas un mot, juste la présence. La caméra passe sur lui à peine une seconde. Mais ça suffit, les fans bloquent l'image. Ils zooment, ils comparent, le doute s'installe. Et surtout, il est assis seul, dans une zone interdite au public. Aucun garde ne l'interpelle, aucun regard de surprise, comme s'il faisait partie du décor, ou qu'il l'avait dessiné lui-même. Et puis, il y a eu les discours, la famille défile, les mots sont lisses, trop contrôlés, peu d'émotions brutes, pas de larmes réelles, la mère stoïque, le père presque absent. Et ce frère, celui qui, au micro, laisse échapper une phrase glaciale. « Michael m'a parlé cette nuit. » Silence, malaise. Il aurait parlé à un mort ou à quelqu'un de très vivant. Et puis, il y a Paris, la fille adorée, celle que Michael protégeait farouchement. Elle monte sur scène. Elle pleure, ou du moins, elle semble pleurer, mais son émotion paraît jouée. Parfaite, comme apprise par cœur. Une performance. Ceux qui connaissent le métier savent pleurer sur commande. Ça s'apprend. Et elle l'avait appris. Tout semble orchestré. Le cercueil est fermé. Aucune image du corps. Aucun adieu public. Même pas une photo du dernier instant. Et toujours ce silence dans les regards. Ce jeu de façade. Le doute devient lourd. Michael était un maître du déguisement. Il aimait les illusions. Il contrôlait chaque détail de ses apparitions, chaque note, chaque ombre. Il avait prévenu, un jour, il en aurait marre. Un jour, il disparaîtrait. Et si ce jour était venu, et si l'homme au chapeau, ce fantôme élégant, aperçu entre deux caméras, n'était pas un hasard, un dernier clin d'œil, une dernière scène, une façon de dire « Je vous regarde, mais vous ne me verrez plus ». Fahim Mohamed, 21 ans, nom inconnu du grand public, visage discret, mais pour Michael Jackson, il représentait bien plus qu'un simple garde du corps. C'était l'ombre silencieuse à ses côtés, le regard qui ne clignait jamais, la main toujours prête, trop prête. À l'époque, son arrivée semblait anodine. Un jeune homme au CV propre, à l'attitude froide mais professionnelle. Officiellement, responsable de la sécurité de la star. Officieusement, un poison lent. Fahim venait d'un monde souterrain, lié à Sean Combs, alias P. Diddy. Ce monde était peuplé de visages masqués, de fêtes étouffées par la musique, des deals qui ne laissaient jamais de traces. Quand le procès de Diddy a ouvert la boîte noire, des noms ont refait surface. Fahim en faisait partie. Il n'était pas un protecteur, il était un exécuteur, un nettoyeur, un silencieux, réputé dans les milieux les plus glauques pour sa capacité à gérer les indésirables, à les faire taire définitivement. Michael l'avait compris trop tard. Il avait tenté d'alerter.
Il avait glissé des mots à demi-voix, mis en garde, accusé, dénoncé. Il avait même nommé Didi à la télévision. Un acte de guerre dans ce milieu, hein? Et au cœur de cette guerre, Fahem s'était installé, doucement, stratégiquement, à proximité de Michael, dans sa maison, dans ses coulisses, dans ses moments les plus vulnérables. Qui avait placé Fahem là? Quel rôle devait-il réellement jouer? Était-il le témoin? L'arme? Le messager? Quand Michael est mort, Fahem était présent. Il a géré les appels. Il a verrouillé les accès. Il a supervisé les mouvements. Il a contrôlé l'information. Et pendant que le monde pleurait, un doute s'est figé dans les coulisses. Un frisson glacial. Michael savait trop de choses. Il parlait trop. Il dérangeait les réseaux les plus puissants. Et ceux qui dérangent finissent souvent entre les mains de ceux qui savent comment faire disparaître. Fahem Mohamed n'était pas un simple employé. Il était peut-être la dernière pièce sur l'échiquier. La pièce que Michael n'a pas pu déplacer à temps. Michael Jackson, Dangerous, le manifeste interdit. Michael Jackson ne laissait rien au hasard. Dangerous n'est pas un simple album. C'est un avertissement, un miroir, un testament en images et en son, un message crypté lancé au visage d'un monde corrompu. La pochette est un cauchemar lucide. Les yeux de Michael transpercent à travers un masque aux traits hybrides, regard fixe, perçant. Autour, un chaos millimétré, enfants figés, bêtes mortes, figures grotesques, machinerie froide. Une scène morbide dissimulée sous un décor de carnaval. On y entre comme on franchit un seuil interdit, celui des vérités qu'on préfère taire, celui que Michael connaissait trop bien. Une jeune fille africaine serre un crâne allongé, étrange, réminiscence des visions infernales de Bosch. Elle incarne les civilisations sacrées, la mémoire d'un monde trahi, l'innocence offerte aux puissances sombres. La main qui la tient contient aussi un globe terrestre. L'enfant devient le monde, et le monde, une proie. Un message limpide. Les enfants sont les premières victimes de ce cirque mondial. Offert, sacrifié, consommé. À gauche, une silhouette rigide. Sur sa tête, un magicien. Parasite, maître invisible. Il incarne Phineas Taylor Barnum, fondateur d'un empire du cirque. Un homme qui exploitait enfants difformes et esclaves humains pour le plaisir des foules. Ici, le chapiteau ne divertit plus. Il broie. C'était le mal en personne. Sous cette scène, des enfants, des animaux seuls dérivent dans des petites embarcations sortant d'un tunnel sombre. Certains sont déjà réduits à l'état de squelette. Ils passent par une porte et au-dessus un œil froid, omniscient, symbole du pouvoir qui observe, contrôle, juge sans relâche. L'œil des sociétés secrètes, l'œil de ceux qui dirigent dans l'ombre, l'œil des élites qui décident tout. Au cœur de cette scène, un bateau. À bord, un enfant, Michael, représenté à l'âge de sa première gloire. Comme un signal, il entre dans ce monde pour s'y perdre. L'innocence condamnée dès le départ. Le décor entier est saturé de symboles. Un singe couronné, Bubbles, trône comme un prince grotesque. Des éléphants à la trompe baissée signalent la tristesse, la soumission et le malheur. Des clowns sans âme figés dans leur rictus. Des masques vides, des vitraux d'église transformés en scènes de cauchemar. Plus haut, un oiseau massif, rappelant les portraits officiels de la monarchie britannique, de la reine
absorbe Adam et Ève dans ses entrailles. L'autorité ne protège plus, elle digère. Elle se nourrit de la source vitale, du couple originel, de l'énergie humaine. Dans ce théâtre d'apocalypse, des anges soufflent dans leurs trompettes. Le jugement n'est pas annoncé, il est en cours, présent, tapis entre les lignes du décor, inéluctable. Michael nous montre-t-il les trompettes de l'apocalypse? Tout ici hurle le sacrifice, l'esclavage, la manipulation, l'effacement des âmes. Michael ne chante plus l'amour, il accuse, il révèle, il transforme la musique en arme. Par ses chansons, il peut encore avertir et s'exprimer même s'il joue peut-être sa vie. L'album Dangerous est construit comme une montée vers l'implosion. Aucun espoir, aucun apaisement, seulement une lucidité glaciale. Il expose les rouages, désigne les coupables, crache les vérités sur une toile de son hypnotique. Michael voulait confier le clip de Dangerous à David Lynch, un architecte du malaise. Projet avorté. Trop dérangeant? Dangerous est une cathédrale d'indices, un grimoire, une fresque codée pour ceux qui savent lire entre les lignes. Et cette pochette, ce n'est pas de l'art, c'est une alarme, un cri figé dans l'image, un cri que trop peu ont su entendre et qui résonne encore aujourd'hui. Le dernier acte de Michael Jackson. Si Michael Jackson a simulé sa mort, un détail fracasse la version officielle. L'appel au 911 n'a pas été lancé depuis sa maison de Carolwood Drive, là où il aurait perdu connaissance. Il a été passé depuis une ligne téléphonique rattachée à un hôtel à quelques minutes de là. Fire paramedic 33, what is your address of emergency? Yes, sir. I need an ambulance as soon as possible, sir. Okay, sir, what's your address? It's 100 North Carolwood Drive, Los Angeles, California, 90077. You said Carolwood? Carolwood Drive, yes. Okay, sir, what's the phone number you're calling from? Okay, sir, and what's the problem? Tell me exactly what happened. Sir, we have a gentleman here that needs help, and he's not breathing yet. He's not breathing, and we're trying to pump him, but he's not Okay. breathing, sir. Okay, how old is he? He's 50 years old, sir. 50, okay. He's unconscious, he's not breathing? Yes, he's not breathing, sir. Okay, and he's not conscious either. He's not No, breathing. he's not conscious, sir. Okay. All right, do you have him, is he on the floor? Where's he at right now? He's on the bed, sir. He's on the bed. Okay, let's get him on the floor. Okay? Okay, let's get him down to the floor. I'm going to help you with CPR right now, okay? We need him. We need Yes, we're already on our way there. We're on our way. I'm going to do as Thank much you, as I can to help you over the phone. We're already on our way. Did anybody see him? Yes, we have a personal doctor here with him, sir. Oh, you have a doctor there? Yes, but he's not responding to anything. No, he's not responding to CPR or anything, sir. Oh, okay. Well, we're on our way there. If your guy's doing CPR and you're instructed by a doctor, he has a higher authority than me. And he's Thank there you. on scene. Okay. Did anybody witness what happened? No, just the doctor, sir. The doctor's been the only one here. Okay, so did the doctor see what happened? Doctor, did you see what happened, sir? Sir, you just, if you can please. We're on our way. We're on our way. I'm just passing these questions on to my paramedics while they're on the way there, sir. Thank you, sir. He's pumping his chest, but he's not responding to anything, sir. Please. Okay. We're on our way. We're less than a mile away. We'll be there shortly. Thank you, sir. Thank you. Okay, sir. Call us back if you need any help. Thank you. Yes, sir. Bye. Yes, sir. Le manoir disposait de téléphones, de personnel, de garde du corps. Tous les moyens étaient là pour appeler immédiatement les secours. Pourtant, l'appel ne vient pas de la scène, mais d'un autre endroit. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie, un appel déporté. C'est une minute de plus, une marge de manœuvre, une opportunité pour effacer, ajuster, déplacer. C'est le temps nécessaire pour modifier un détail, glisser un objet, fabriquer un décor. Le téléphone est souvent le premier indice quand une mort est truquée. Ici,
Il ne sonnait pas depuis l'épicentre du drame, mais depuis un point de diversion, une coupure volontaire, un brouillage, un tampon logistique. Cet appel venu d'ailleurs trahit quelque chose. Pas une négligence, une exécution, un acte prémédité. L'ambulance a mis un temps anormalement long à se stationner devant la demeure de Michael Jackson. Pour une intervention censée être urgente, vitale, synchronisée, le véhicule a emprunté un parcours étrangement sinueux, désorganisé, comme si le but n'était pas d'arriver vite, mais d'arriver à temps. Plusieurs témoins affirment que l'ambulance s'est arrêtée, a reculé, puis avancé de nouveau, comme perdue ou en attente d'un signal. Certains parlent d'un détour absurde, d'une manœuvre lente, alors que chaque seconde comptait. Lorsque le véhicule s'est enfin positionné, la scène était prête. Les agents de sécurité étaient calmes. Personne ne courait. L'urgence semblait absente. Et puis, il y a l'image, celle de Michael Jackson, dans l'ambulance, visage masqué, immobile, photographié à travers une vitre teintée. Une seule photo, nettoyée, cadrée comme une carte postale de la mort. Une photo trop nette pour être spontanée, trop propre pour être réelle. L'ambulance elle-même devient un accessoire, un élément de décor. Elle n'a pas foncé vers un drame, elle est entrée dans une mise en scène. La réanimation douteuse. Le docteur Conrad Murray était censé être le dernier rempart entre la vie et la mort, un médecin personnel, payé par l'homme le plus célèbre de la planète. Et pourtant, au moment critique, tout vacille. Il entame une réanimation cardiaque sur le lit. Une surface molle et instable, alors que tout le personnel de santé sait qu'un massage cardiaque ne fonctionne que sur une surface dure. Le cœur doit être comprimé contre le sternum, avec un appui ferme. Sur un lit, c'est inutile, inefficace, absurde. C'est soit une erreur grossière, soit un acte volontaire brouillé, un geste de façade, un simulacre de sauvetage. Mais ce n'est que le début. Le 911 n'a pas été appelé immédiatement. Le délai est flou, étiré. L'alerte n'a pas été donnée au premier signe de détresse. Mais après une période d'attente inexpliquée, un vide temporel où personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé. Pendant ce temps, chaque minute faisait basculer Michael un peu plus loin vers l'irréversible. Lorsque les secours arrivent enfin, Michael est déjà mort, le corps inerte, la peau froide, et pourtant le médecin était là. L'homme chargé de le garder en vie aurait dû réagir à la seconde, appeler immédiatement, utiliser des techniques claires et précises, mais à la place, un appel retardé, une manœuvre de réanimation bancale, une ambulance qui traîne et un patient qui, selon certains rapports, était probablement décédé bien avant leur arrivée. Le comportement de Conrad Murray ressemble moins à celui d'un médecin en état d'urgence qu'à celui d'un figurant dans un scénario trop bien huilé. Ce jour-là, le chaos était organisé et ceux qui devaient protéger Michael ont offert un théâtre d'improvisation douteuse, trop bancal pour être crédible, trop absurde pour être accidentel. Le 7 novembre 2011, le rideau tombe. Le docteur Conrad Murray est reconnu coupable d'homicide involontaire. He left this vulnerable man filled with Valium and midazolam and lorazepam and propofol with no medical monitoring equipment, no necessary resuscitative equipment. He left him there. La peine est dérisoire. 4 ans, dont moins de 2, purgés.
pour la mort de Michael Jackson, une des figures les plus influentes du siècle. That Michael Jackson died from acute intoxication of propofol, and that his body had enough propofol in it that would be equivalent to someone having major surgery. How did that get into his body? Well, this takes an education. And I mean, it has, a simple explanation is... very simple. If you didn't put it there... I did not give it to him. Okay, so if you didn't put it there, who did? Michael. And again, I think the Deputy Coroner has pointed out that that is absolutely absurd. No, it's not. It would be almost impossible for him to come out of his sleep, inject the propofol, and be unconscious and indeed no longer breathing in the 2 minutes that you say you left the room. One of the good things about the properties of propofol is that it is so quick to act and it is so quick for the effect to leave you. In 2 minutes, he's come out of his sleep, he's injected himself with propofol that I'm assuming is handy to him to be able to do, and then he's gone back to sleep and blow me down, he's died. I am saying that Michael Jackson died unfortunately from an accident based upon his actions. Hand on heart, you don't believe that, do you? You made that up. That's just not true. That's not the case. Look, if you are his friend, you would not tell that story. Un verdict qui sonne comme une cloche étouffée dans un théâtre où la vérité reste hors scène. Le procès révèle des négligences aussi troublantes. Conrad Murray n'a pas appelé les secours immédiatement malgré un patient en arrêt cardiaque. Il a administré du propofol, un anesthésiant ultra puissant réservé au bloc opératoire, sans équipement médical adapté, sans anesthésiste, sans moniteur cardiaque, sans plan d'urgence, dans une chambre, sur un lit, seul. Il ne s'agissait pas d'une erreur. C'était une violation de chaque protocole médical existant. Et pourtant, c'est lui qu'on a placé en première ligne, comme si tout reposait uniquement sur ses épaules. Les secouristes, arrivés sur place, ont jugé sa conduite incohérente. Il n'a jamais mentionné le propofol pendant les premières minutes, retardant ainsi toute intervention ciblée. Des objets médicaux avaient été déplacés. Certains équipements étaient cachés ou manquants. La scène semblait avoir été retouchée, préparée, nettoyée. Et surtout, aucun appel aux urgences n'a été passé immédiatement. To the charged offense of involuntary manslaughter, a felony, Dr. Murray. How do you plead? Your Honor, I am an innocent man. I therefore plead not guilty. En 2019, un documentaire surgit comme un coup de poignard dans le dos d'un homme déjà enterré depuis 10 ans. Leaving Neverland, Wade Robson, James Save Shock. 2 noms, 2 anciens proches de Michael Jackson qui avaient pourtant juré sous serment qu'il ne leur avait jamais fait de mal. Mais soudain, devant les caméras, ils changent de version. Pas de procès, pas de preuves nouvelles. Juste des paroles recyclées, émotionnelles, calibrées pour frapper fort. Et ça fonctionne. Le monde écoute. Le monde juge. Le monde exécute encore une fois. Le film est diffusé sur HBO, relayé au Royaume-Uni par le Channel 4. La machine médiatique s'emballe. Et au centre de ce cirque, une figure bien connue, Oprah Winfrey. Elle ne produit pas le film, non. Elle fait pire. Elle le sanctifie. Elle accueille les accusateurs sur son plateau, les entoure, les valide. Elle appose son sceau d'influence sur un lynchage post-mortem. Where did that he thing come from? It just comes out of singing. Wait. I gave my money. I
I gave her time. I gave her everything in life one heart could find. It doesn't seem to matter and it doesn't seem right. But the will is right, no fucking still I cry alone and don't you judge of my composure, cause I'm bothered every day. And she didn't leave a letter, she just up and ran away. Ow! Fabulous. We're gonna come right back with more of Michael Jackson live. That was great. I love that. It was great. Mais pendant qu'on ressuscite des accusations sans fondement contre un homme déjà mort, un scandale bien réel éclate. Jeffrey Epstein, arrêté, accusé, lien direct avec des élites, milliardaires, politiciens, princes, magnats des médias, son île, ses avions, ses archives, ses victimes, un réseau mondial d'exploitation sexuelle, une horreur, bien documentée, bien réelle, et pourtant, alors que cette affaire aurait dû monopoliser l'attention, une diversion tombe du ciel. Leaving Neverland devient le sujet. Michael Jackson, encore et encore, devient la cible. Un homme traîné dans la boue, un mort pour étouffer les cris des vivants. Tout cela n'est pas un accident de calendrier. Michael Jackson avait été acquitté. Please keep an open mind and let me have my day in court. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. Il avait gagné. La justice l'avait lavé de toutes les accusations. Mais dans cette époque où l'image vaut plus que les faits, il suffisait d'un film pour le rejuger, le redétruire et le resacrifier parce qu'il n'était pas qu'un chanteur, pas qu'une star. Il était devenu dangereux. Il parlait trop et trop clair. Il dénonçait l'industrie, la manipulation, le contrôle, les abus et surtout il protégeait ce que le système exploite, les enfants. Ça allume-tu une petite lumière? Michael a été brisé dès l'enfance. Il n'a pas signé un contrat. Il a été livré à la machine. Broyé, façonné, utilisé, et malgré tout, il s'est élevé. Il a chanté, il a crié. Il a laissé des messages partout dans ses clips, ses chansons, ses gestes, ses silences. Il était un lanceur d'alerte bien avant que ce mot ne devienne courant. Et comme tous ceux qui dérangent, il a été frappé là où ça fait le plus mal. On l'a accusé d'avoir sali ce qu'il aimait le plus. On l'a cloué sur la croix de la pédophilie. Mais il n'a jamais cessé de tendre la main, de parler de paix, de justice, d'amour et de vérité. Dans ses textes, dans ses vidéos, dans ses gestes, il disait tout en codant, en masquant. Parce que dire la vérité à visage découvert dans ce milieu, ça se paye cher. Et lui, il a payé jusqu'au bout par ces 3 volets de l'iceberg. J'ai voulu rendre justice à cet homme, non pas en l'idolâtrant, mais en l'écoutant vraiment, en regardant là où beaucoup détournent les yeux, en décodant ce qu'il avait mis sous nos yeux depuis si longtemps. Michael Jackson n'était pas qu'un chanteur, c'était un lanceur d'alerte, un résistant artistique, un homme traqué parce qu'il savait, parce qu'il avait vu, parce qu'il parlait, et même s'il n'est plus là, son message est vivant, plus que jamais. Sur cette chaîne, on ne ferme pas les yeux, on expose, on creuse, on dérange. Ici, on parle des zones d'ombre des célébrités, pas pour salir, mais pour comprendre ce qu'on veut nous cacher. Je m'appelle Nancy, et si ce travail t'a parlé, abonne-toi, partage,
fait entendre ce que d'autres ont voulu enterrer. Parce qu'il est temps de regarder les choses en face et de choisir à qui on offre vraiment notre silence et à qui on rend justice. Je tiens à remercier personnellement Nadia Siosé pour l'écriture de ce texte des 3 parties de l'iceberg Michael Jackson, qui était son idole depuis toute petite.